Eh bien, je suis née le 20 août 1931 et je suis née sur Céterial. À quelques mètres de là, je pourrais vous montrer la maison dans laquelle je suis née. Je suis la 5e génération à être née sur les Rials. Voilà ma maman, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père. Je suis la 5e. Mes enfants ne sont pas nés là parce que je me suis mariée, je suis partie à Bazas, donc mes enfants sont nés à Bazas. Mais ils sont très très attachés au lieu. J'ai perdu un petit frère. Donc du coup, je suis fille unique et bon, ça a été toujours un problème. Voilà. C'était l'époque où on se mariait très jeune, maman était très très jeune, elle avait à peine 18 ans et on a couché sur place. Hein. Et donc voilà, il y avait un petit. La sage-femme, bon, elle a fait ce qu'elle a pu, mais bon, le bébé est mort. C'était un garçon. Voilà. Parce que bon, mais est-ce que je peux vous le raconter tout ça? Ça va être long un peu. Bon, il y avait le droit d'aînesse. Enfin, on appliquait le droit d'aînesse. Et maman était l'aînée. Mon grand-père était l'aîné. Et sa fille, et puis il y avait une fille, il y avait une fille aînée qui s'appelait Claire, qui était ma maman. Donc c'est ma maman qui a hérité automatiquement de l'Arial. Après, les frères et sœurs, on leur distribuait la forêt ou on les lançait dans autre chose. Par exemple, il y a un frère de mon grand-père à qui on a acheté un commerce de vin, un autre on lui a donné un troupeau de moutons, un autre voilà, on compensait comme ça. Mais l'aîné, que ce soit une fille ou un garçon, et reprenait la suite. Donc c'est maman. Donc il fallait bien qu'elle se marie avec quelqu'un qui pouvait. Et voilà, elle a trouvé un Landais. Donc il est venu vivre ici. Papa était de Biganon dans les Landes. Il est venu gendre ici. 2 hommes, dont mon grand-père, mon père. Et il y avait toujours dans ces familles-là, il y avait toujours ce qu'on appellerait maintenant un domestique. Ça s'appelait, je ne sais pas comment, c'est pas, on avait donné un nom. Je crois qu'on appelait ça un bélier ou quelque chose comme ça. Moi, que j'ai toujours vu à la maison. C'était le berger, c'était toujours un célibataire. Et il faisait partie de la famille. Et nous étions tous les jours 7 personnes à table. C'est ma grand-mère qui faisait la cuisine. C'était elle qui tenait. Mon père et ma mère n'avaient pas de budget à eux. On vivait là, quoi. Tout le monde vivait là sans problème, quoi. Il n'y avait pas de salaire. On allait vendre les agneaux à l'abattoir à Bordeaux. Mais alors ça aussi, je vous le raconterai, le voyage, pour y aller tous les lundis, avec une bétaillère et tiré par des chevaux ou des mules. Voilà. Alors, bon, papa, avec sa force, d'ailleurs, je peux vous montrer les photos, mais il est là en photo. Bon, mais bien sûr, sa mentalité de Landais, ça allait très bien. Hein, et puis, bon, mais on cohabitait, il n'y avait pas de problème. Nous étions 7 à table, tous les midis et tous les soirs. Je n'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre. Jamais de conflit, jamais rien. Je me demande comment, je cherche maintenant dans ma tête, je me dis, mais qui c'est qui baissait les chines là-dedans? Il y avait bien quelqu'un quand même qui subissait. Est-ce que c'était mon père parce qu'il était gendre? Est-ce que c'était, je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas ma grand-mère parce que c'était elle la maîtresse. On l'appelait patronne ou maîtresse. Oui, le berger l'appelait patronne. Et le berger n'avait pas de salaire. Il était habillé, nourri, logé, et il n'avait pas de salaire. Il n'avait aucun moyen il était là tout seul. Il était né à Comensac dans les Landes, et il avait une sœur ici à Louchas, mais quand il voulait voir sa famille, il fallait qu'il parte à Comensac à pied. Il n'y avait pas d'autre moyen, quoi. Donc c'était une vie très très particulière. Mais aucun conflit, jamais rien. C'était en principe ma grand-mère qui gérait même les travaux des champs. Elle disait, bon, d'après la lune, d'après elle disait, bon, la semaine prochaine, peut-être qu'il faudrait commencer à faire les foins. Là, on pourrait faucher la semaine prochaine. Après, elle disait, bon, mais peut-être que là c'est le blé maintenant. Là. C'était elle qui faisait le planning. Même mon grand-père, personne ne mettait le nez dans les comptes. Puis on vivait très bien, tout allait bien.
Mais peut-être parce qu'il avait un peu moins de personnalité ou que je sais pas. Pourtant, si, il avait de la personnalité, mais c'était comme ça. Il se trouvait que ma grand-mère était une femme de tête, et qu'en arrivant ici, alors qu'elle s'est mariée à 17 ans, elle est venue à son tour, elle est belle-fille ici, et à 17 ans, elle a vécu avec une belle-mère. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Le lendemain de son mariage, sa belle-mère lui a dit, vous, parce qu'elle se vous voyait beaucoup là, on ne se tutoyait pas à l'époque, il n'y avait pas cette familiarité. Sa grand-mère, sa belle-mère lui a dit, bon, eh bien, pour midi, vous ferez un salmi de pigeon. Elle avait 17 ans. Elle a dit, mais elle a appelé son mari, elle a dit, mais comment je vais faire Elle était fille unique, elle arrivait d'à côté, il n'y avait pas de téléphone, elle ne pouvait pas téléphoner à maman pour demander la recette. Hein. Alors son mari l'a aidé un peu, il a dit, on va attraper les pigeons, il fallait attraper le pigeon, plumer le pigeon, et bon, mais elle y est arrivée. Mais elle dit que ça a été très très difficile, quoi. Papa, il avait perdu son père et sa mère. Alors je vais vous raconter autre chose. Il avait perdu son père et sa mère, et quand il s'est marié, il a posé une condition. Il a dit, moi, je suis doté, mais d'une grand-mère, et je ne peux pas la laisser toute seule. La grand-mère, qui était mon arrière-grand-mère, mais qui n'avait rien à voir, elle est venue habiter là, avec nous, et ça n'a pas posé de problème. Elle était dans son coin contre la cheminée, on lui portait les petits pois écossais, les pommes de terre à éplucher, voilà quoi. Elle parlait pas. Et pourtant, ils avaient de la personnalité, parce que celle-là, ma grand-mère qui est là, elle s'appelait Génie, elle avait de la personnalité. Mais je crois que c'était passé dans les mœurs à partir du moment où, bon, mais voilà, qu'on ne peut pas faire autrement. On va dans la famille dans une belle famille que vous ne connaissez pas. C'était admis, il n'y avait pas d'histoire. Je ne sais pas comment elle vivait, je ne sais pas avec quels moyens, je sais pas. Bon, elle était intégrée, et puis voilà. Elle s'appelait Génie, elle. Génie. Alors là, voilà, elle s'appelait Génie parce que elle était l'aînée. Dans les familles nombreuses, on appelait les enfants par ordre. Alors le Génie, seconde, troisième, Catherine, cinquième. On les appelait, on ne savait pas trop, les prénoms ne savaient pas de grande importance, on ne savait pas l'importance que ça a maintenant. Mais comme ça, on leur donnait le nom par... alors elle était l'aînée, elle s'appelait Génie. Après, il y avait seconde. Alors si c'était un garçon, c'était second. Troisième, troisième ou Trésine. Les hommes s'appelaient troisième et les femmes s'appelaient Trésine. C'est joli, Trésine. Trésine, Catherine, ou quatrième, comment on l'appelait le garçon le quatrième, je ne sais pas comment on l'appelait. Bon. Et cinquième, et puis voilà, bon, ils avaient pas quand même, ils en avaient des enfants, mais trois, bon, la pilule, ça n'existait pas. Hein. Bon, et puis voilà, et puis elles les allaitaient, elles allaient au champ, elles mettaient le bébé dans la chambre, la femme les volait, et puis elles partaient au champ à 9h le matin, elles revenaient le midi, et puis voilà, on n'allait pas voir si le bébé était en vie ou s'il pleurait ou pas, on le fermait dans la maison. On fermait le volet, voilà. Alors quand elles allaitaient, les femmes, lorsqu'elles allaitaient, il ne fallait pas perdre de temps, parce que les bonnes périodes dans l'agriculture, il n'y a pas d'heure, quoi. Donc ils venaient juste pour manger, et elle ne se mettait pas à table, la nourrice ne se mettait pas à table, elle mangeait devant la cheminée avec le bébé dans les bras, le bébé au sein, et je vais vous montrer, il y a un chenet, il y avait dans toutes les familles un chenet avec le support de l'assiette. Alors elle mettait sur l'assiette là, elle mangeait en même temps qu'elle donnait pour ne pas perdre de temps. Et après elle le recouchait, elle repartait, et voilà. Ça je l'ai vu. On vivait pratiquement en autarcie. On faisait pratiquement, on faisait le lait, on faisait le vinaigre, non, on achetait l'huile, c'est tout. On faisait le beurre, on faisait le pain tous les 15 jours pour tous les réals. Ça faisait partie des conditions des métayères et de tous les femmes de l'Érial étaient, enfin, oui, voilà, ça faisait partie du contrat. Elles venaient,
aider la patronne à faire la lessive et à faire le pain. Et il y avait comme ça, elles avaient des obligations. On faisait le pain ici tous les 15 jours, mais pour tout le monde. On a un four à pain qui fonctionne très bien. Un très très beau four. Quand papa est arrivé, il a ajouté une entreprise de battage. Ils ont investi dans ce qu'on appelle une batteuse, oui, mais une batteuse quoi. Et ils allaient de ferme en ferme battre l'été, battre le blé. Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer comme ça. Et elle allait pas, ma grand-mère, bon, bah, s'il fallait bien quelqu'un qui. Elle n'allait pas au champ. Ma grand-mère, elle a fait construire cette maison en 1922 pour le premier métayer, parce que le premier métayer avait une hiérarchie aussi. Le premier métayer, il avait la responsabilité du bétail. Alors métayer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire moitié de tout. Eux, ils travaillaient, ils produisaient, ils donnaient la moitié du produit au patron. Après, il y avait ici, c'était la résine. Les années 30, entre 30 et 35, les sylviculteurs et les résiniers ont fait fortune presque. La térébenthine est montée, ils ont gagné beaucoup d'argent. Après, la térébenthine, on a été concurrencé par le Portugal, donc ça ne vaut plus rien. Mais il y a eu un moment très florissant. Voilà. Alors, il y avait donc le premier métayer, le résinier, sur place, là, le fameux berger, ce vieux garçon là qui s'appelait Johannes. Ici, c'était la porcherie. Là où on est là. Voilà. Là, c'était la porcherie. La pièce à côté, là, vous avez vu, il y a une cheminée. C'était ce qu'on appelait la fournière, où ma grand-mère faisait la cuisine des cochons et de tout ça. Et après, il y avait le garage, après, il y avait le chai. Et le berger, il était logé tout à fait au bout. Il avait une chambre pour lui. Alors, il fallait voir dans quelles conditions il dormait. Ma grand-mère lui faisait le lit quand elle lui faisait. De toute façon, ils ne se déshabillaient pas. Ils ne changeaient pas de chemise pour aller au lit. Ils avaient la même chemise. Ils avaient transpiré toute la journée dans la chemise. Et ils se remettaient dans la même chemise. Alors, ma grand-mère, comme elle était très difficile, elle l'obligeait à se changer. Elle n'y était pas le soir, mais toutes les semaines, elle lui apportait tout son linge propre. Mais il se changeait qu'une fois par semaine. Et alors ce berger, enfin je ne sais pas si je peux vous dire tout ça, ce berger, il était vraiment très 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 rustique. D'abord, il n'avait pas le droit à la parole, il ne parlait à mon grand-père, parce que c'était mon grand-père et lui qui géraient tout ce qui était le troupeau, parce qu'il y avait 2 troupeaux ici de moutons. Ici, on gardait les moutons avec les échasses. Vous savez ce que c'est, les échasses? Eh bien parce que le terrain était trop humide et qu'ils ne pouvaient pas. Et puis que les sages, vous dominez votre troupeau. Vous voyez, voilà, c'est pratique aussi. Donc ce berger, il ne parlait que pour dire à mon grand-père, c'était très bien organisé. Il savait ni lire ni écrire. Et il fallait il faut programmer les naissances, c'est comme partout. Donc, on avait des reproducteurs, mais qu'on ne mélangeait jamais avec les brebis, forcément. Ils étaient dans un parc à part, et on ne les lâchait au moment des chaleurs que... on les lâchait par tranche. Par exemple, on mettait un mâle pour une vingtaine de femelles, quoi. Et alors, le soir... le berger devait dire à mon père quelles sont les brebis qui ont été saillies dans la journée. Il s'en souvenait par cœur, il s'en souvenait. Il disait une telle. Il avait 150 brebis. Hein. Et puis il arrivait à faire comprendre à mon père quel était ça, mon grand-père, qui savait écrire. Tous les soirs, il disait, une telle. C'était pour programmer les naissances après. Enfin, c'est extraordinaire quand même, parce qu'il arrivait, il gérait comme ça, voilà. Et alors, le pauvre, il n'avait pas de salaire ni rien. Il avait droit, parce que les brebis, elles laissent beaucoup de... Maintenant, on ne les voit plus. Elles laissent beaucoup de laine dans les barrières en barbelé. Et alors là, il avait le droit, il passait son temps à récupérer toute cette laine-là, et après il la filait, et il se faisait
Il se faisait des chaussures avec. Il appelait ça des escarpins. Il tricotait lui-même, il les tricotait lui-même. Et il était toujours au même endroit. Les tables avaient toutes des tiroirs. Je les ai encore, les tables là. Et lui, il avait sa vaisselle à lui, qu'il allait se laver et qu'il remettait dans le tiroir. Ma grand-mère, elle ne voulait pas qu'on mange ni qu'on boive dans le verre du berger. Hein. Ah non. Alors, non, mais il était heureux. Hein. Et le soir, il égrenait du maïs. Et voilà, il s'arrêtait jamais. Ils récoltaient, on faisait du chanvre aussi à l'époque. Il y avait beaucoup de tisserands et ils tissaient le chanvre. Voilà, ça redevient la mode, le chanvre. Du mil pour les petits poulets. Les petits poulets tout petits. Le mil, c'est vous savez, c'est un grain très très fin. Le mil. Après, il y avait le mil. Après, il y avait. Parce que après les petits poulets, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils passaient pas tout de suite au maïs, bien sûr. Une autre céréale là au petit grain, qu'est-ce que c'était? C'était pas le sarrasin non plus, je sais pas, entre le mil et. Bon, enfin bref. Il y avait des champs de mil, des champs de sarrasin, beaucoup de sarrasin. Ils faisaient ce qu'on appelait la curchade. Vous savez ce que c'est la curchade? Alors la curchade, c'est une espèce de bouillie que l'on fait avec de la farine ou de sarrasin ou de maïs. Au sarrasin, c'est absolument délicieux. Ça se fait encore maintenant dans les Bretagnes, les crêpes au sarrasin en Bretagne. Mais nous, on ne faisait pas des crêpes ici. On faisait à la cheminée une bouillie avec le sarrasin et on le moulait dans les assiettes à soupe. Et ça remplaçait le pain. C'était délicieux. Délicieux, délicieux. Le sarrasin, c'est très très bon. Alors il faisait donc du mil, du sarrasin, du froment, du blé. Je ne sais pas trop la différence entre les blés et le froment, ça ne me le demandait pas parce que je ne sais pas. Et bien voilà, il y avait 4 ou 5 céréales comme ça. On se débrouillait. Alors on mangeait de la volaille. On mangeait du jambon. Alors ma pauvre grand-mère qui disait « Oh là là, mais encore du confit, mais je ne sais pas quoi faire. » Encore du confit. Et voilà, on vivait à base de. Ben, on tuait quand même pour nous, les grandes familles, on tuait 2 cochons dans l'année quand même. On en avait pour un moment, on vivait quand même le boudin, la saucisse, la ventrèche, le jambon, le confit. Bon, après nous, on avait la chance d'avoir des moutons. Donc le samedi, souvent, à la période. Au printemps, quand il y a des agnelages, bon, mes papas, ils tuaient un agneau le samedi soir, et voilà, on en avait pour le week-end et pour la semaine, quoi. On vivait en autarcie, on n'achetait pas. Et comme par hasard, ma mère, vous savez quel jour elle choisissait pour tuer son cochon? Eh bien, le jour du 1er janvier. C'était systématique. Alors moi, j'avais des enfants qui commençaient à vouloir... eh bien non, il fallait venir ici parce que c'est du boulot, oui. Tuer son cochon à la ferme, c'est quand même un drôle de boulot, quoi. Il faut que le soir tout soit clôturé parce qu'on n'a pas de frigo et que non, ce sont des grosses journées, quoi. Et puis il fait toujours froid. Moi, j'appréhendais ça. J'avais horreur de ça. Bon, voilà. Mais enfin, oui, mais puis après non, on a arrêté. Quand papa et maman n'ont plus pu le faire, on n'a pas fait. Mais il fallait toujours regarder la lune pour tuer le cochon, pour savoir si la viande allait se conserver ou n'allait pas se conserver. Donc déjà, on avait cette contrainte. Si on tuait le cochon en pleine lune, ou en lune montante, ou en lune descendante, je ne sais pas, moi, parce que je sais pas. Mais c'était maman qui gérait tout ça. Voilà. Moi, je vois maman. Les hommes, non, les hommes, ils ne s'arrêtaient jamais, mais... Bon, mais maman, elle tricotait, les femmes, elles tricotaient l'été tranquillement elles se réunissaient encore pour tricoter. Alors, l'été, elles se mettaient sous les arbres, là, il y avait des poiriers partout. Et l'hiver, tous les voisins venaient ici. Et alors, les femmes tricotaient et les hommes jouaient aux cartes. Mais le berger, il n'avait pas le droit de jouer aux cartes, lui. Il égrenait le maïs. Mais il entendait la conversation, mais il ne faisait pas partie. Mais il n'avait pas le droit de jouer aux cartes. Et pourtant, il était bien traité. Hein.
Oh, on a pleuré quand il est mort, on a pleuré. Il était, je ne sais pas quel âge il avait fait la guerre de 14, bien sûr. Et l'hiver, il mettait sa capote de la guerre de 14, là, ce grand manteau qui était bleu à l'époque. Là. Enfin, je ne sais pas, vous l'avez bien appris quand même, ça. Bon. Et alors, il gardait les brebis, là, comme ça, là, avec sa tenue. Et puis, alors, un beau jour, il est tombé malade, parce que, bon, il n'était pas forcément très propre. Alors il avait la manie de toujours gratouiller, il se gratouillait toujours, et maman lui disait, ma grand-mère lui disait, mais Joannès, arrêtez, vous allez vous faire mal. Elle le vous voyait. Et, mais toujours, il se gratouillait. Et comme il n'était pas très sain quand même, parce que ni propre ni rien, il a fini par attraper une infection, il a fallu l'amener à l'hôpital. Joannès à l'hôpital, ça nous paraissait tellement... Et bien vous savez ce qu'il a fait dans la nuit, il s'est levé, il est allé à un endroit, on ne sait pas comment il a pu y arriver, mais à l'infirmerie ou je ne sais pas trop quoi, il a pris des cachets qu'il a trouvés parce qu'il estimait, lui, que tous les cachets guérissaient. Quoi. Enfin, il n'y avait pas de... Ben, tout ça. Et bien, il a pris une dose de cachets et bien, il est mort. Et voilà, et on a bien pleuré notre Joannès quand même. C'est vrai qu'il y avait... Mais moi, il m'avait vu naître, et peut-être bien maman aussi, je ne sais pas. Il y avait très très longtemps qu'il était ici. Ils mouraient à la maison, on les veillait. Ça durait 3 jours à peu près. Ils étaient enterrés 3 jours après. Mais on ne se couchait pas. Hein. Les pendules, on arrêtait les pendules de sonner. Et on ne se couchait pas de 3 nuits. On le veillait jour et nuit. Les voisins venaient. Ouais. Et alors, comment on les portait? On les montait sur une civière. Et alors, il y avait dans chaque quartier comme nous, parce qu'on est quand même à 3 kilomètres de village, il y avait toujours un chemin des morts. Il existe toujours. C'était pour raccourcir, parce que porter un mort, faire 3 kilomètres avec une civière, je ne sais pas si vous savez comment c'est, en bois, quoi. Mais c'est pas facile quand même. Hein. Mais il est porté comme ça, oui. Après, les obsèques, il fallait beaucoup, beaucoup pleurer, en noir. Alors, il y avait des degrés. Les mères, les sœurs, il fallait le grand voile, c'est-à-dire complètement en voile. Alors là, il fallait le porter pendant 6 mois, ce grand voile, quand on allait à la messe. Et après, quand vous n'étiez pas intime, vous aviez droit au petit voile. Et elle, au bout de 6 mois, elle reprenait un voile un peu moins... jusque-là, quoi. On allait beaucoup au cimetière. On faisait dire des messes. On payait. D'ailleurs, ça se fait encore. Et voilà. Et on les appelait. Alors, pendant qu'on était en deuil, il ne fallait pas se montrer, il ne fallait pas aller à des festivités, il fallait pas, on était en deuil au moins pendant 1 an ou 1 an et demi. Et voilà. Et puis on les appelait le pauvre, par exemple. Mais la pauvre Marie, le pauvre. Ah ben, les Landais, ce sont des gros travailleurs. Ils ont été très pauvres. Très, très pauvres, les Landais, quand même. C'était la France pauvre, ouais. Ouais. Donc, bon, je sais que papa, il était horrifié quand de toute façon, moi, j'étais prié de finir ce que j'avais dans l'assiette. Et si je ne le finissais pas, c'était pour le repas d'après. Il ne cédait pas. Hein. On ne jette rien. Ça, c'était comme ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis, que j'aime ou que j'aime pas, c'était le même prix. Hein. Voilà, hein, je mangerai le repas d'après. Hein. Et puis voilà. Hein. Moi, papa était quelqu'un d'extrêmement droit, très... qui se demandait pourquoi les gens se compliquaient la vie dans des histoires affectives, enfin des histoires un peu sentimentales ou autres. Il disait quoi, on a une voix, on est mariés, on a des enfants, et bien on continue. Il disait, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Lui, ça le choquait, ça. Et c'était quelqu'un de très droit. Et alors c'était lui, tiens, là, quand on passe... il y avait des malades, forcément. Il y avait des malades et il fallait des soins à ces malades. Et alors, il n'y avait pas d'infirmier ni d'infirmière. Hein. C'était lui qui faisait les piqûres dans les villages. Il avait pas appris, hein, mais il avait décidé ça. Il s'était acheté des seringues. Et, et quand le docteur allait dans une famille et qu'il fallait des piqûres, le docteur disait, mais vous voyez avec M. Fronsac,
Il s'appelait Fronsac, mon papa. Et bien papa, eh bien, il allait faire des piqûres, il faisait bouillir ses seringues, et puis il allait faire des piqûres à droite et à gauche, avec une seringue en verre. Il faisait pas payer, il faisait rien payer. Hein. Non. Ah mais maman, mais c'était autre chose. D'abord, elle était, quand on lui demandait, même dans sa démence, parce que la pauvre, elle a fini, on lui demandait quel est le plus beau jour de ta vie, elle a toujours répondu le jour de mon mariage. C'est beau ça. Et lui aussi. Il s'était trouvé, il s'aimait beaucoup. Et puis ils avaient perdu cet enfant, et ça, je crois que ça a été, pour eux, c'est toute la vie. Et ça a été tous les jours. C'est vrai que perdre son enfant, quand vous avez 19 ans, et lui, il était plus âgé, papa. Il était né en 1998. Il avait 2 ans de plus que le siècle. Il disait toujours ça. J'ai 2 ans de plus que le siècle. Papa ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup, mais c'était quelqu'un de très fiable. Il faut que vous sachiez tout faire. Hein. Il faut que vous sachiez nourrir les animaux, faire la cuisine, aller labourer, faner, faucher, conduire. Il faut être complet. Ah, mais moi je dis que moi je crois que mon père savait tout faire. Hein. Tout faire, tout. Mais parce qu'ils avaient des parents très exigeants, que voilà, hein, c'était comme ça. Puis, mais comment faire? On n'allait pas aller chercher. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Voilà, il fallait faire avec. Ça n'a rien de dégradant, même à cette époque-là, qu'un homme fasse la cuisine. Parce que mon grand-père, par exemple, qui était dans les champs, mais mon grand-père, quand il y avait une sauce à faire, c'était lui qui faisait la sauce. Et ça n'avait rien de dégradant. Mais demain, on fait une sauce de, je sais pas quoi, de cochon, puisqu'il n'y avait que ça. Mais c'était lui qui la faisait. Oui. Et puis il pouvait aussi bien. Bon, par exemple, ils ne s'occupaient pas du linge du tout. Alors ça du tout, ni de l'étendre, ni de le. Si, ils allaient le ramasser. Quelquefois, ma grand-mère, elle leur faisait ramasser le linge, mais sinon, oui, il faisait tout. Je me rappelle que ma grand-mère, il fallait que tout soit bien fait. Et elle vous disait qu'elle reconnaissait la qualité d'une femme au foyer à la manière dont elle étendait son linge. Alors, on faisait la grande lessive parce que, attendez, on ne changeait pas les draps. Si, maman et ma grand-mère, parce qu'elles étaient quand même un peu plus raffinées. Mais, enfin, nettement plus raffinées. Mais les femmes, elles étaient obligées de venir faire la lessive chez les propriétaires, oui. On faisait bouillir dans la cendre. On passait la cendre, on la tamisait, la cendre, et on faisait bouillir les draps dans la cendre. Le savon de Marseille, on en a encore d'ailleurs. Il fallait frotter. Il y avait les lavoirs. Oui. Et on allait rincer, parce qu'il y avait, dans les Landes, il y a plein de petits. Il y a les grandes lagunes, puis après, il y a des petits étangs de temps en temps. Et on allait rincer. Mais alors, c'était la grande journée, parce que là, tout le monde était mobilisé. Papa ou mon grand-père, ils attelaient les mules et on partait rincer. Et tout le monde rinçait au clot. On appelait ça le clot. 2 ou 3 fois par an, les hommes, ils partaient avec de la cendre. Et on échangeait la cendre, on récupérait toute la cendre. La cendre de la cheminée, la cendre de la cuisinière, on ne jetait pas la cendre. On la gardait et on allait, après, dans la Benonge, leur apporter la cendre pour leur vigne. Et ils nous payaient, enfin, il n'y avait pas d'argent qui circulait, ils payaient avec du vin. On ramenait du vin, on portait de la cendre et ils nous donnaient du vin. C'était du troc. C'est pas encore la mode des conserves. Maman, si, mais ma grand-mère, elle faisait pas de conserve. Hein. Si, elle faisait que dans la conserve de tomates. J'en ai encore, dites donc, elle a peut-être
Mais à tous les coups, elle a 90 ans et j'en ai encore des bouteilles de tomates. Là, et alors, chaque année, on faisait la tomate. Alors, ça occupait la journée. Ça faisait partie des obligations. Alors, on faisait cuire la tomate dans le four à pain. On mettait les tomates à cuire le matin. On les laissait toute la nuit. Le lendemain, on commençait à avoir les moulinettes, là, de maintenant. Alors, on passait ça. Et après, on les mettait dans des bouteilles, cette tomate pressée. On bouchait. C'était papa qui bouchait très fort. Et on les mettait délicatement, on les mettait dans le four encore chaud, et ça stérilisait. On laissait un mois là-dedans, dans le four, fermé. Et bien, je préfère vous dire qu'il n'y avait pas de moisissure, il n'y avait pas de rien du tout. Hein. C'était la stérilisation de l'époque. On remettait dans le four à pain. Alors justement, quand on allumait ce fameux four-là, parce que c'était pas rien de l'allumer, ce four, on en profitait pour faire plein de choses. On faisait le pain, on faisait les tomates, on faisait cuire les confits, on faisait tout pendant que le four était chaud. Et on faisait notamment les pastis. On faisait cuire le pastis. Mais c'est délicieux, un pastis cuit au four. Parce il est très fragile, notre four. Il faut le faire chauffer petit à petit. Il faut au moins une semaine avant qu'on arrive à mettre le bois au milieu du four. Il faut commencer à mettre une pomme de pain le premier jour à l'entrée du four. Après, on avance un peu. Après, on met un peu de bois. Après, on met un peu de bois. Il faut à peu près 10 à 15 jours pour le chauffer, le four. Alors, c'est pour ça qu'il faisait le pain tous les 15 jours. Mais ils étaient habitués. Et puis le four, il ne refroidissait pas du coup. Alors, le pain, ça aussi, je voulais vous le dire, on cultivait, mais là, je ne suis pas forte, parce que je ne sais pas si c'est du blé, du froment, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'on partait toujours avec le cheval, parce que ce n'était pas loin, on partait avec les sacs de grains chez le meunier, qui habitait au Rigne. Mais le meunier, il fallait qu'il soit auprès de l'eau là. Je ne connais pas trop le système des moulins. Il faut de l'eau. Bon, bref. Alors, on allait porter notre récolte de froment ou de n'importe quoi. Et après, souvent, il venait le livrer, lui, avec son cheval. Il nous rapportait la farine et le son. Le son était pour les animaux. Et la farine, on la gardait pour nous, pour faire le pain. Et on faisait le pain avec ça. Et un soir de Noël, je devais avoir 14 ans ou quelque chose comme ça, là, les métayers là, qui étaient là, et c'était une famille pareille, avec 2 générations, plus Annie qui était de mon âge, qui est décédée là pour d'un cancer encore, celle-là. On était copines, on était bien contentes. Moi, j'étais contente d'avoir quelqu'un sur les riales, on était copines. Et alors, on allait à l'école ensemble, c'était sympa. Et non, mais j'avais moins de 14 ans, parce qu'à 14 ans... Oui, mais c'était parce que je suis partie en pension 6 ans. Hein. Moi, j'avais une mère qui m'a dit que c'était comme ça et pas autrement. J'aurais pu aller à Bordeaux, c'était trop près. Elle m'a mise à Tarbes. Et je venais 3 fois par an. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Bon, bref. Donc on s'est mis avec Annie, on s'est un peu monté le coup, on s'est dit on va aller à la messe de minuit. On voulait aller à la messe de minuit. Ah bon, d'accord, alors on demande à chacun de nos parents, moi je demande à maman, je dis avec Annie on voudrait aller à la messe de minuit. Ah ben elle me dit c'est bien, oui, mais elle me dit mais vous avez raison. Elle m'a dit je vais le dire à ton père. Je vais dire à ton père. Alors elle dit les filles elles auraient envie. Eh bien il dit qu'elles y aillent. Je dis qu'elles y aillent. Bon, parce que maman elle aurait voulu que papa nous accompagne quand même. Il y avait une voiture. Et bien, qu'elles y aillent. Et bien, on est partis toutes les deux, le soir de Noël, avec la lampe tempête. On a traversé, on n'est pas passé par la route, on est passé par les chemins des morts et compagnie. Et bien, toutes les deux. Mais personne n'est venu nous demander si on revenait ou si on ne revenait pas. Maman m'a dit, je te laisserai la porte ouverte. Oui, d'accord. Et bien, on a fait 3 km aller, 3 km retour. Personne ne s'est inquiété de savoir si on revenait pas, si on avait froid. Et bien voilà, et bien papa a dit, elles veulent aller à la messe, et puis qu'elles y aillent. Hein. Voilà.
Et ma grand-mère, alors là, j'en ai un souvenir, je le raconte toujours parce que je me dis, il n'y a que les grand-mères pour faire ça. Elle me faisait quelque chose de délicieux. Dans les boîtes de Foscao, ça n'existe plus. Métal en métal, il y avait des restes de chocolat, parce que c'était du chocolat en poudre. Et là, elle épluchait les châtaignes, elle me mettait les châtaignes dans cette... Oh là là, le délice. Alors je mangeais ça à la récréation, c'était formidable, quoi. J'avais pas la brioche, j'avais pas le croissant, je savais pas ce que c'était tout ça. Ah, ici, il y avait rien de luxe. Il y avait l'essentiel.